Avant que ça commence, on voulait vous partager quelque chose. Le but d'Harmony Inside, ça a toujours été de mettre en avant les entreprises qui concilient culture d'entreprise forte et succès business. Et pour ça, on a décidé d'aller un cran plus loin. Harmony Inside, ça reste un podcast, mais ça devient aussi un label. Le label qui vous permet de savoir et de faire savoir à quel point votre entreprise est harmonieuse, avec une culture forte, 100% authentique et 0% bullshit. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Mon mail est en description de l'épisode. Promis, vous serez bien reçus. Bon épisode à tous. Je pense que la culture, c'est le socle de départ, c'est extrêmement important, ça se travaille. On est unis dans cette mission, c'est ce qui dépasse tout, ce qui drive les équipes, les fondateurs aussi allemands, c'est cette idée que on veut remettre les gens au sport, on veut leur donner les outils de lutter contre la sédentarité, on veut qu'ils aient un mode de vie actif. Et c'est tellement fort quand on a un témoignage de salarié qui nous dit « J'adore la boîte, vous avez changé ma vie ». Vous avez changé ma vie. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Salut Sébastien. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir chez Gymlib. Super bureau dans le 11e arrondissement, on en parlait juste avant de commencer, quartier dans lequel j'ai vécu pendant longtemps et je ne m'attendais pas à trouver cette magnifique verrière. T'es le bienvenu, c'est un plaisir de te recevoir. C'est génial. T'as des très beaux locaux et ça participe, j'imagine, à ton objectif avec Gymlib qui est de rendre les salariés épanouis et enthousiastes. Et en vrai, quand tu m'as dit ça, je me suis dit c'est très cool, mais c'est un objectif hyper ambitieux. On en parle beaucoup, peut-être en même temps pas assez. Tu vois, il y a plein de stats sur l'engagement des collaborateurs. Pour en citer qu'une, les fameuses études Gallup qui font tous les ans sur l'état du travail, quoi. Il te dit que 7% des salariés français sont engagés. C'est peu. C'est quoi, du coup, ton secret pour faire mieux que ça? Oula, tu rentres d'emblée avec une question compliquée. Je pense que tout au long du podcast, on va en parler pour savoir quel est notre secret de sauce. Je ne sais pas s'il y a une secret de sauce, mais en tout cas, ce que je te propose, c'est qu'on en parle pendant tout le podcast. Oui, en tout cas pour nous, c'est un objectif, que les gens se sentent bien. C'est quand même avant tout ce qu'on propose à nos clients, un service de qualité de vie au travail, work-life balance. On veut que les salariés d'une manière générale trouvent leur équilibre dans leur quotidien. Et donc, on propose une solution qui leur permet de décompresser, de se déconnecter pendant une parenthèse d'une heure avec une séance de sport. Et donc, on essaye évidemment de proposer la même chose, la même expérience à nos collaborateurs. Donc le sport est un des outils, un gros pilier de la culture, mais on y reviendra, il n'y a évidemment pas que ça. Et donc c'est notre objectif et j'ai l'impression que les gens sont très contents, très heureux d'œuvrer ici. Et donc justement, je crois que tu as un background commun dans les cabinets de conseil et d'audit. Tu les quittes pour créer Gymlib. À ce moment-là, c'est quoi les drivers qui te conduisent à créer Gymlib et surtout pourquoi cette boîte et pas une autre, tu vois? Ouais. Le driver numéro 1, c'est de créer quelque chose, créer une boîte. C'était un peu enfoui chez moi. J'étais président de l'asso Je sais tes matchs quand j'étais en école de commerce. J'ai adoré m'occuper de ça, créer cet événement de tournoi de tennis inter-école de commerce. Et puis, il y a l'audit que j'ai adoré, cette période de 8 ans pendant laquelle j'ai énormément appris, beaucoup voyagé, rencontré énormément de personnes de problématiques différentes. J'ai appris toutes les bases du business, en tout cas de l'économie, des finances. J'ai adoré. Et je ne me voyais pas partir à ce moment-là parce que je me voyais évoluer au sein de Deloitte, etc. Probablement voyager aussi. Et puis, un dîner avec un ami, pareil, auditeur, Mohamed Tazi,
qui me dit à ce moment, au cours du dîner, écoute, moi je me lance, je vais lancer ça. Et donc le sport était c'était son idée, donc c'était lui qui l'avait choisi. Donc pour moi, il était pas, enfin c'était soit je jump dedans, soit non, mais j'ai pas vraiment choisi le truc. Mais peut-être que ça a été un élément, disons supplémentaire qui m'a donné l'envie d'y aller. Mais en tout cas, parce que je m'étais fixé une règle seulement quand j'étais en école et que j'ai démarré dans cette voie d'audit, je me suis dit un jour, si j'entreprends, c'est parce que je rencontre quelqu'un de confiance avec qui je sens que je vais y aller. Je ne me voyais pas lancer mon business seul. Et donc, ça a été, je me suis rappelé cette phrase que je m'étais dit. J'avais énormément confiance en Mohamed parce que je le connaissais bien, mon expérience chez Deloitte. On partageait beaucoup de choses, notamment le sport. Et donc, je me suis dit, on y va. Faut faire le grand saut, même si j'étais extrêmement heureux et ça tout allait bien chez Deloitte, mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait y aller, il fallait suivre cette espèce d'intuition qu'on a au fond de soi. Ça, c'était il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous présenter 11 ans après, du coup, ça ressemble à quoi, Gymlib aujourd'hui? Disons que l'idée de base reste la même, c'est-à-dire qu'on agrège des milliers d'infrastructures sportives et on propose aux Français, aux salariés, une offre qui permet d'aller beaucoup plus facilement dans les clubs de sport. Donc notre job, c'est de lever les freins. À l'époque, on avait lancé un service qui permettait d'y aller one shot. Donc on proposait des accès courte durée, une entrée, 5 entrées, 10 entrées. Et on a revu ça parce que, en fait, ça levait le frein de l'engagement, oui, mais ça levait pas tous les freins. Et notamment, il y a 2 freins qui sont importants pour nous. C'est le frein de la motivation, on va y revenir un peu plus tard, et le frein du financier. Et c'est vrai que quand on vend en particulier, donc le B2C, il y a cet aspect, ce qui manque, c'est le tiers qui vient cofinancer et qui permet aux users d'avoir un accès moins cher. Donc, on a pivoté en 2017, on a décidé de distribuer notre service en B2B. Et du coup, là, il y a soit le CSE, soit l'entreprise RH qui peut trouver des cofinancements pour le salarié, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est avec ça qu'on vient augmenter la taille du marché, qu'on vient réussir à prendre des gens qui sont des non-sportifs et qu'on les fait redécouvrir les bienfaits du sport, qu'on les remet à la pratique sportive. Et c'est ça notre mission, et c'est ça qu'on vend à nos entreprises. C'est notre capacité à faire remettre au sport quelqu'un qui avait décroché avec soit des enfants, soit beaucoup de déplacements, soit le boulot. Bref, on a tous 10 000 raisons. Tu passes vite à la trappe quand t'es trop occupé. Mais c'est intéressant ce choix du sport comme levier. Tu parles de valoriser le capital humain beaucoup quand tu parles de Gymlib. C'est pas forcément le plus intuitif, tu vois, quand on parle d'avantages salariés, parce que c'est quelque chose d'assez privé. Tu vois, est-ce que tu fais du sport ou pas, c'est ton choix à toi. Pourquoi avoir été sur ce choix-là avec l'entreprise, au-delà des logiques business que je comprends très bien, mais ouais, comment ça s'articule de ramener le sport dans l'entreprise, donc de ramener du privé dans le public? C'est une très bonne question, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, les dirigeants qu'on rencontrait nous disaient, mais ça c'est de la sphère perso, c'est pas mon sujet. À la limite, au mieux, je peux vous mettre en relation avec mon CSE, mais c'est pas de ma responsabilité. Donc ça, c'était ce qu'on avait il y a 10 ans. Et juste quand même pour rappel, nous, quand on s'est lancé, c'était du B2C, comme je l'ai dit juste avant. Donc, on n'avait pas, tu vois. Oui, tu n'avais pas cette focale en Voilà, on s'est pas dit, ça va marcher en B2B. Ça n'a pas été notre idée initiale. C'était un peu le Netflix du sport. C'était plutôt le Netflix du sport, le booking du sport, le pass Navigo du sport, ce que tu veux, mais un truc très B2C. Et c'est pour ça que cette espèce de contrainte, on ne la voyait pas puisqu'on ne s'adressait pas aux entreprises. C'est quand on a pivoté, donc 4 ans plus tard quand même, en 2017, que là, on s'est dit effectivement, est-ce que ça a du sens? Est-ce que est-ce que les entreprises vont suivre, etc. Bon, évidemment, comme toujours, ou en tout cas comme beaucoup d'entrepreneurs, on regarde ce qui se fait par ailleurs, on regarde ce qui se fait aux US, on regarde ce qui se fait en Angleterre, on regarde ce qui se fait au Brésil. Et en fait, au Brésil, il y avait une boîte qui s'était lancée et qui faisait ça. Et dans un pays qui est très avancé dans les bénéfices. Et à ce moment-là, en fait, tu peux jamais être certain que ça va prendre, tu peux jamais en être sûr, mais tu as quand même une conviction. Voilà, tu as des signaux, et donc tous ces signaux font que tu te dis, allez, on y va. On est peut-être les premiers à se lancer, ou en tout cas, il
il y avait quelques petites boîtes qui proposaient des séances de sport sur site. En tout cas, notre service n'existait pas. Et voilà, quand on sait qu'à l'étranger ça marche, on y va. Ouais, complètement. Et tu vois, c'est pareil. Enfin, typiquement, j'ai déjà eu ces discussions. Enfin, quand on parle de culture, il y a beaucoup de sujets de cohérence et ça va jusqu'aux avantages. Quelles sont les valeurs que tu veux défendre et quels sont les avantages que tu as. Et un jour, une entrepreneuse qui me dit, typiquement, nous, payer les courses sportives, j'entends, des gens, leur financer le sport, etc. C'est un truc qu'on a abandonné parce qu'on avait une valeur, je sais plus si c'était équité, inclusion, etc. Mais ça ne nous semblait pas juste, en gros, parce qu'il y a des gens qui sont sportifs, des gens qui ne le sont pas, et on va pas récompenser un mode de vie sportif plutôt que d'autres. C'est souvent quelque chose d'assez clivant parce que quand tu es sportif, ça devient identitaire. Moi, je suis sportif, toi, tu l'es pas, et on n'est pas dans le même monde, quoi. Comment t'as géré ça et est-ce que ça t'a posé problème? C'est un très bon point. Déjà, je voudrais rappeler que c'est une obligation légale de l'employeur, c'est dans le Code du travail, l'article L4121, de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés. Ça, c'est un bon point, je savais pas. Mais ouais, non, mais il faut le rappeler, et personne, beaucoup de gens l'oublient. Alors, évidemment, ça veut pas dire, j'ai cet article-là, donc je suis obligé de mettre Gymlib en place. Non, mais sûr, c'est trop simple pour toi, ça. C'est trop simple. Mais quand même, ça fait du bien de le rappeler, parce que depuis quelques années, la sédentarité se développe de manière galopante. Et on assiste même à une sorte de fléau qui est, pour moi, sous-médiatisé, parce que ça tue plus que le tabac, et en fait, on en parle beaucoup moins. La sédentarité, c'est une catastrophe, parce que le Covid, notamment, mais pas que le Covid, mais le télétravail, Netflix, Deliveroo, et tous ces services à la personne qui permettent de... chez soi. Voilà, exactement. Que j'appelle un peu l'économie de la paresse. En fait, on reste dans son canapé, on a tout ce qu'on veut, on peut bosser, etc. Eh bien, accentue ce phénomène. Et donc, c'est extrêmement important, quand on est employeur aussi, de se dire comment moi, j'ai ma contribution à la lutte. On parle énormément de la contribution à comment je minimise mon impact carbone, comment je sauve la planète. Et c'est très, très bien. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont éveillées, sont sensibles à ce sujet-là. Toutes, je sais pas, mais... En tout cas, bon, de plus en plus. De plus en plus. Je pense que c'est extrêmement important qu'on ait la même approche sur comment je fais pour que mes salariés, dans 20 ans, dans 30 ans, ne développent pas des maladies qui sont liées à cette sédentarité, ce qui est lié au fait que les gens sont tout le temps chez eux. Je leur laisse être en remote. Ok, très bien, c'est génial. Et ce n'est que du positif aux yeux du salarié. Tu me laisses être chez moi, tu me payes mon écran. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu fais aussi pour moi pour que je sois pas... je me lève de mon lit et hop, je me mets sur mon écran et je ne bouge pas de la journée. Ça a même pu m'arriver aussi à moi en me disant, mais attends, oui, moi aussi, je te rassure. Pareil à toi. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un élément important. Et donc, et pour revenir, parce que j'ai un petit peu dérivé, mais pour revenir c'est important en même temps. Au cœur de ta question, oui, je pense qu'il faut avoir une approche globale du bénéfice. Et nous, tu vois, on se dit, c'est vrai que notre service est offert aux salariés. Mais on n'oublie pas les autres en se disant on a aussi des titres restaurants, on développe d'autres choses pour que ceux qui arrivent chez Gymlib et qui sont pas sportifs, ou en tout cas là tu parles des salariés de Gymlib, bien sûr. Et donc on conseille aussi nos clients en disant c'est important que ce soit pas forcément que ça, donc approche globale du sujet. Et pour que les entreprises qui choisissent, on va dire, que ce bénéfice-là, Gymlib s'y retrouve aussi bien, on a développé notre produit depuis 4-5 ans, depuis qu'on est spécialiste B2B, sur le fait de pouvoir intéresser et inclure le maximum de salariés dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait notamment? Par exemple, on fait des offres gratuites. Parce que toute personne qui se dit, non, moi, en fait, j'ai pas envie de mettre 10 euros, 20 euros ou 30 euros par mois dans le sport, on propose une première offre gratuite qui donc est ouverte à tous les porte-monnaies. Deuxièmement, on a créé dans l'offre ce qu'on appelle les challenges de pas connectés. Ça veut dire simplement qu'à partir du moment où tu as un smartphone qui comptabilise le nombre de pas que tu fais tous les smartphones font ça, eh bien, tu peux connecter ça à l'appli Gymlib, et donc, tous les trimestres, on organise un challenge qui fait que toutes les personnes, à partir du moment où elles marchent dans leur journée, elles peuvent être participantes
actives. Mm. Et donc, elles ont un mode de vie actif. Et donc, ça, pour nous, c'est extrêmement inclusif parce que tout le monde marche. Enfin, en tout cas, presque tout le monde marche. Oui, en tout cas, le but, c'est qu'on marche plus, effectivement. Voilà. Et juste, au final, c'est une digression, mais ce sujet de la sédentarité, tu disais, on va choper des maladies, etc. Là, je pose la question même pour moi, parce que je suis pas assez informé là-dessus. C'est quoi les impacts de rester chez soi à bosser et de pas bouger? Alors, je pose un peu naïvement, évidemment. Mais... Ouais, en fait, tu augmentes ton risque de développer des maladies cardiovasculaires, diabète. Et je suis pas médecin et je pense que tu auras ta réponse plus facilement sur Internet. Mais en tout cas, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande une chose pour prévenir ces risques-là, les risques que génère la sédentarité, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et donc, l'OMS recommande tous les jours tous les jours et toutes les semaines, il y a plusieurs niveaux de recommandations. Mais c'est évidemment qu'à côté de ça, il y a bien se nourrir, etc., etc. Mais la base de la base, c'est d'avoir une vie active. Et c'est notre mission à nous, c'est de rendre les gens, en tout cas de les engager dans un mode de vie actif. Et tu vois, c'est intéressant que tu parlais de cet article de Deloitte que je connaissais pas, sur le fait que l'entreprise a besoin de s'occuper de la sécurité et de la santé de ses collaborateurs. Oui. Ok, c'est dans le code du travail, mais en même temps, ça va à rebours d'une école de pensée qui a longtemps été le cas. Tu vois, là, tu parles de santé physique, tu as parlé d'environnement. Un autre sujet avec lequel on peut vite faire le parallèle, c'est la santé mentale. Tu as plein de super boîtes qui se montent sur ces sujets, on en a eu sur ce podcast d'ailleurs. Typiquement, le côté, c'était non mais on n'a pas à s'occuper de la santé mentale de nos collaborateurs, c'est psy, c'est bizarre, ça dérange un peu, et puis tes problèmes, tu les laisses à la porte, quoi. Toi, ce côté... En gros, où ça commence, où ça finit, l'implication de l'entreprise dans le bien-être et quelque part le privé, tu vois. C'est quoi ta position là-dessus? Comment tu te situes? Alors déjà, nous, on a deux clients, soit le CSE, soit l'employeur, c'est-à-dire le RH. Donc déjà, notre discours n'est pas le même. Les raisons qui font que notre client prend le service Gymlib ne sont pas les mêmes. Pour le CSE, ça va surtout être « je veux du pouvoir d'achat pour mes salariés ». Et donc, du coup, Gymlib répond parfaitement à ça parce que c'est des tarifs défiant toute concurrence pour accéder à toutes les salles de sport partout en France. Pour les RH, c'est je veux une expérience au travail qui montre que je suis sensible à l'importance d'avoir une qualité de vie au travail épanouissante. Je fais attention à la santé de mes collaborateurs, etc. Donc, moi, ce que je fais simplement, c'est de dire, voilà, moi, j'ai un outil, on vous propose un outil qui répond à un certain nombre de vos besoins, de créer de la cohésion, de créer du lien entre les salariés. Il n'y a pas beaucoup mieux que le sport entre collègues pour créer du lien. Ensuite, j'ai envie de dire, chaque entreprise a sa conviction personnelle, mais en tout cas, nous, en tant qu'entreprise, puisque nous, pour nos salariés, on le propose, on a la conviction que on fournit cet outil, on fournit aussi les conditions qui leur permettent d'utiliser cet outil de manière optimale. Par exemple, si je disais, non, entre midi et 2, vous avez 3 quarts d'heure pour déjeuner, en fait, les salariés ne pourraient pas aller faire du sport ensemble entre midi et 2, donc je n'irai pas au bout de ma logique. Donc, ma conviction personnelle, c'est que j'ai besoin d'avoir des salariés en forme, j'ai besoin d'avoir des salariés épanouis, j'ai besoin d'avoir des salariés qui évacuent le stress du travail, et donc, cette solution, et donc j'encourage mes salariés à avoir une activité physique et sportive. Notre service permet de lever les freins et donc d'avoir une pratique facile et entre collègues. Donc voilà ma réponse. Mais justement, c'est intéressant ce côté. J'ai quelque chose à y gagner. Tu vois. Bien sûr. Pareil, une conviction, c'est que si tu veux que quelque chose se fasse, il faut donner envie. Si tu veux qu'il y ait un changement. Et en fait, pour toi, c'est quoi le gain en tant qu'entreprise à t'engager pour le bien-être, le sport ou d'autres leviers, plutôt que de juste voir ça comme en gros, c'est une perte sèche, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est une super question parce que là, on arrive sur comment on fait pour vendre un peu notre service. Et non, mais en fait, et qu'est-ce qui fait que les employeurs vont prendre notre service? Parce que initialement, on se disait, ce n'est que en mettant que
le sport, et ça a été une étude du MEDEF il y a une dizaine d'années, c'est prouvé qu'on améliore la rentabilité de l'entreprise parce qu'on améliore la productivité des salariés. Parce que ils seront plus concentrés, ils seront en meilleure forme et donc ils vont faire leurs tâches plus rapidement, etc. En fait, ce discours-là ne marche pas. Ok. Parce que... C'est marrant, j'aurais tendance à penser que c'était direct, tu vois. Et pourtant, on s'était dit, on a beaucoup de cabinets de conseil en clients, donc on va appliquer... En fait, ce discours ne marche pas parce que c'est trop difficile de le prouver. Oui, il y a une étude du MEDEF qui est sortie il y a 10 ans. Oui, on a tous l'impression que, oui, c'est vrai que je pense qu'ils seront peut-être un peu plus... Mais est-ce que vraiment, si je leur fais perdre 1 heure pour aller faire du sport, est-ce que je vais retrouver cette heure-là, tu vois? Donc en fait, c'est très théorique, etc. Donc en fait, ce qui marche le mieux, et ce qui n'est peut-être pas la raison fondamentale de l'ensemble de mes clients, j'espère pas en tout cas, c'est la marque employeur. C'est indéniable qu'aujourd'hui, il y a une guerre des talents, qu'on veut attirer les meilleurs salariés, les meilleurs talents. Et donc, on souhaite proposer dans notre expérience au travail quelque chose qui plaît aux salariés, qui répond aux attentes des salariés. Donc, c'est aussi beaucoup grâce aux salariés que notre service s'est répandu, parce que les salariés disaient, mais moi, je voudrais une solution pour faire du sport le soir, etc. Et donc, Gymlib est une solution. Mais voilà, en tout cas, il y a ces 3 moteurs, on va dire, excuse-moi, de l'entreprise. 1, la marque employeur. 2, je veux que mes salariés aient envie de venir la santé, et puis le côté cohésion. Hyper intéressant. Mais juste, soit en passant, c'est intéressant parce que tu as réussi à développer un avantage salarié qui est quasiment autoporteur en termes de marque employeur. C'est-à-dire que la marque Gymlib est parfois plus forte que la marque de tes clients. Alors ça, tu le diras pas, mais ça, c'est moi qui le dis. Mais typiquement, je sais que la première fois où j'ai découvert Gymlib, c'est des potes qui étaient salariés dans telle ou telle boîte que je connaissais pas spécialement, tu vois, qui m'ont dit, ouais, ce soir, je crois que c'était de l'aquabike, ce qui est étrangement spécifique, tu vois. Et je fais, mais quoi? Et ouais, mais j'ai Gymlib, en gros, je fais, quoi? Moi, j'allais chez X salle de sport à l'époque, c'était toujours le même truc, quoi. Mais c'est incroyable ton truc. Et je peux l'avoir, bah non, parce qu'il faut être salarié chez machin, tu vois. Et ça, c'est délirant en termes de marque employeur. Ouais. Alors, c'est délirant et en même temps, on a entre guillemets que 1500 entreprises. C'est génial, évidemment. Mais je comparais ça avec le fondateur de Bénéfice hier. Et il me disait, nous, on a déjà 3000. En fait, nous, on est sur un marché qu'on crée. Et donc, c'est beaucoup plus dur, entre guillemets. Donc, on n'a pas que des choses faciles. Ce que tu évoques, c'est génial. C'est fantastique. C'est ce côté bottom-up. C'est les salariés qui poussent et donc, en fait, nos commerciaux, et moi le premier, on a beaucoup plus de mal à convaincre un dirigeant que quand c'est un de ses salariés qui vient et qui dit, mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça? Ou même, le mieux, c'est quand c'est un candidat qui dit, ah non, mais moi, je suis désolé, mais il n'y a pas Gymlib. Il n'y a pas Gymlib, je vais chez le concurrent qui a Gymlib. Donc ça, évidemment que c'est extrêmement puissant. Après, c'est difficile de s'en servir aussi. Tu vois, un jour, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas s'appuyer sur ces gens-là pour leur demander... Enfin, voilà. Bon, c'est compliqué de construire autour, mais voilà, c'est un effet naturel. On sait qu'on en profite. Et tant mieux. Et que mes clients en profitent et que le monde du travail en profite. Parce que c'est pas si souvent que ça. Aujourd'hui, avec 7% de salariés engagés, que tu as quelqu'un le soir, quand tu bois une bière entre potes, qui te parle de sa boîte en disant c'est trop bien. Tu vois, ça n'arrive jamais en positif. C'est quand même, en général, les gens se plaignent de leur taf et c'est assez rare. Et là, c'est une des rares occasions où c'est cool. Mais tu as tout à fait raison. Et je trouve que, moi, si je devais, je trouve que nos entreprises clients ne capitalisent pas assez là-dessus. C'est-à-dire que on devrait voir tous les jours des posts LinkedIn disant je suis super fier qu'on ait mis Gymlib en place. Mes salariés, regardez ce qu'ils disent, etc. Regardez ce que ça veut dire de notre stratégie RH, de notre management, des convictions qu'on a. On veut que vous ayez votre capacité à déconnecter le soir. On veut que vous soyez bien dans vos baskets, etc. Et moi, je serais DRH, je communiquerai là-dessus. Et bien sûr qu'il y en a qui font, mais pas encore assez. Et j'ai envie de dire, soyez fiers de ça. Soyez, et surtout, vous pouvez en être fier, bravo. Et quand nous, on fait nos reportings tous les mois à nos clients, au début, on mettait « Voici la performance de Gymlib ». Mais maintenant... Voici la performance de vos salariés. Et surtout, non, voici notre performance ensemble. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que nous, si on n'a pas les HR
qui poussent et qui disent, qui font de la com interne, c'est compliqué. Parce qu'on a besoin que les HR, justement, mettent les conditions. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'un mauvais œil quelqu'un qui va faire une séance de sport, qui communique en disant vous pouvez avoir gym libre. Parfois, si tu veux, on a des contrats qui disent que l'entreprise va payer plus en fonction du nombre de personnes abonnées. Donc, l'entreprise se dit est-ce que j'ai vraiment intérêt à communiquer en interne parce que ça va m'augmenter le nombre de salariés abonnés et donc ça va m'augmenter la facture à la fin du mois. C'est pour ça qu'au début, on dit on n'a pas vraiment envie de te facturer à l'usage, on préfère te faire un forfait fixe, comme ça, toi, tu as plutôt intérêt à communiquer, etc. Donc, c'est beaucoup de sujets autour de ça, mais la clé, c'est évidemment, soyez fiers de ce que vous avez fait. Voici votre performance. On a 40% de gens qui utilisent Gymlib. Et oui, Gymlib, c'est un peu grâce à nous parce qu'on a rajouté des salles intéressantes, etc. Mais aussi, c'est aussi grâce à vous, les dirigeants, les managers, etc. Parce que vous avez communiqué interne, vous regardez d'un œil bienveillant quand il y a un de vos salariés qui fait du sport. Et donc, vous avez instauré une culture forte en interne qui est que vos salariés, vous les voulez bien dans leur basket, vous les voulez épanouis, vous les voulez en forme. Et justement, tu mentionnes la notion de culture. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je crois pas que juste arroser des avantages un peu random sur tes salariés, ça suffise aujourd'hui, tu vois. Parce que t'as Gymlib, mais c'est l'exemple sempiternel du baby-foot ou ce genre de choses, tu vois. C'est comment tu donnes du sens au dispositif global et comment tu lui donnes une cohérence. Ouais, tout à fait. Toi, justement, en parlant de culture, c'est quoi le lien que tu fais entre la culture d'entreprise au global et les avantages salariés? Comment on met ça en cohérence? Alors, très bon point. Je pense que la culture, c'est le socle de départ, c'est extrêmement important, ça se travaille. Et les bénéfices, à mes yeux, c'est quand même beaucoup plus secondaire. C'est-à-dire que c'est un aspect... c'est un aspect des choses et je pense que c'est plus quand même secondaire, même si nous, on propose un bénéfice. Donc la culture, nous, si tu veux, on y a réfléchi pas mal au moment où on était une quinzaine de personnes. Et grâce d'ailleurs au Galion Project, qui est tu connais. Bien sûr, ouais. On a accompagné quelques membres du Galion et pour ceux qui on suit ce qu'ils font sur les valeurs, etc. Donc, c'est très beau, un regroupement entrepreneur avec le critère d'avoir levé des fonds, etc. Voilà, donc à peu près 300-400 entrepreneurs. Et je me rappelle d'un atelier génial qui m'a vraiment fait évoluer sur le sujet de la culture, qui était l'idée par Fred Mazzella. Fondateur de Blablacar, s'il y en a qui ne connaissent pas. Exactement. Et vraiment, ils avaient poussé le sujet de la culture très loin. Et il m'avait même dit, parce que je proposais quelque chose pendant l'atelier, il m'avait dit non, je pense que c'est super important que vous affichiez les valeurs, et pas seulement qu'on les définisse et après ça reste dans les placards. Et donc d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit, tiens, j'ai monté l'escalier, et puis en passant, tu m'as dit, j'ai vu les valeurs que vous avez chez vous, et donc c'est au mur, et c'est super important, et donc les valeurs font, en tout cas, sont au cœur de notre culture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont au mur, c'est bien. Après, pour ceux qui ont écouté quelques épisodes, ils savent que je dis souvent, le but des valeurs, c'est pas juste de les mettre au mur. Et ça nous amène sur ce que tu mets en place chez Gymlib. Comment tu fais pour que ces valeurs, elles soient pas juste au mur? Comment ça se matérialise concrètement? Alors, j'ai pas préparé, hein, donc c'est bien, c'est honnête. Non, plusieurs choses. D'abord, personnellement, on n'est encore qu'une centaine de salariés et je crois que je fais à peu près tous les entretiens encore les derniers. Okay. Ouais. Et systématiquement, j'en parle systématiquement. Il n'y a pas un entretien lors duquel je ne parle pas des valeurs de la boîte. Donc ça, c'est quand même un premier élément. C'est-à-dire que quand même, avant d'entrer dans la boîte, tu as eu un échange avec un des fondateurs et il t'a parlé de ça. Donc je pense que ça montre aussi à quel point c'est important. Deuxièmement, on a fait à plusieurs reprises lors de team building des ateliers justement sur les valeurs en disant voilà, ok, c'est ça nos valeurs, comment on les incarne, qu'est-ce que ça veut dire. Je me rappelle d'ailleurs, tu vois Freddy qui est à quelques mètres de nous, dont je t'ai parlé en arrivant parce qu'il parlait anglais. Tout à fait. Et Freddy,
en fait, peut-être cet épisode. peut-être, j'espère. Il se rendra compte qu'on parle de lui. Il y a quelques années, c'était fou, parce que Freddy est là depuis vraiment longtemps, 6 ans. On avait fait un atelier et on avait dit, vous devez chacun de vous mettre une note sur 10 sur scoring, un scoring sur les 8 valeurs. Et lui, il avait mis beaucoup de notes sur l'esprit critique et pas beaucoup sur l'optimisme. Je me rappelle très bien. Et en fait, on avait rigolé parce que, évidemment, le but n'est pas d'avoir un 9 sur 10 à chacune des valeurs, mais justement qu'on n'ait pas un 0 sur 10 à une des valeurs. C'était surtout ça le sujet. Et qu'on se sente bien en phase avec les valeurs. Et donc, on avait cet atelier-là. Et puis, autre chose qu'on a fait récemment, c'est qu'on a fait des awards, tu vois, sur une soirée de Gymlib. On a démarré la soirée avec le plus humble, le plus machin, et donc le plus persévérant. Donc, en fait, on les fait vivre, tout simplement. Ouais, et puis, pareil, je t'ai dit qu'au début, à l'onboarding, j'en parle à l'entretien. Quand je fais les entretiens au bout d'un an, tu vois, les revues annuelles, etc., j'en reparle. J'en reparle parce que généralement, quand ça ne fit pas avec nous, c'est qu'il y a un sujet, tu vois. J'ai mal parlé à quelqu'un, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, ou alors, ok, mais pourquoi? Et on comprend et on améliore. Donc voilà, je pense que c'est souvent pour ça qu'il y a des personnes qui quittent l'entreprise un peu plus tôt que prévu. Enfin, en tout cas, parce qu'il y a un misfit d'un côté ou de l'autre. Oui, il y a un fit culturel qui marche pas bien. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui était... vous l'avez fait assez tôt, ce que je comprends, et tu t'en es rendu compte grâce au Galion et grâce à Frédéric Mazella, c'est cool, mais j'ai tendance à croire aussi que ce genre de choses, il faut un peu le vivre dans ta chair quelque part, tu vois. Ce côté, c'est vraiment important. C'est pas juste un truc qui est dans le toolkit du bon entrepreneur, tu vois. Vous êtes passé par plein de phases de croissance différentes. Enfin, vous avez fait une très belle levée, je crois, en 2018. Ensuite, le Covid a un peu mis à mal cette activité, notamment les salles de sport qui n'existaient plus, donc c'est forcément compliqué. Et puis, depuis, c'est bien reparti. Vous avez quasiment doublé de taille, je crois, en quelques temps. Comment cette culture, ça a évolué aussi au gré de... un peu des montagnes russes qui font la vie d'une entreprise tech, quoi. Comment la culture a évolué Ou comment ta perception de son importance a évolué? Je trouve qu'on a... Bon, déjà, je pense qu'on savait à quel point c'était important que, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, on conserve ce qui faisait notre ADN, ce qui faisait la culture qui a été posée par Mohamed, notamment donc, les fondateurs. Mohamed, je rajoute aussi Grégoire Véron, qui est arrivé très vite après le début et qui a créé avec nous ce socle important. Donc, on était convaincus que c'était important que la boîte a beau grandir, il fallait qu'on conserve ça. Je me rappelle un bouquin qui m'avait marqué de Tony Essier, là, la boîte du bonheur. L'entreprise du bonheur. Ouais, l'entreprise du bonheur. Et donc lui déplorait, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, donc ça grandit, puis il connaît plus les gens qui arrivent dans sa boîte, etc. Donc je pense que c'était pour nous, on avait en tête, attention, faut pas que ça perde. Et donc le moment le plus difficile à vivre, c'est le Covid, parce que bon, la levée, ok, c'est sympa, on recrute beaucoup de monde, mais on est toujours conscient que les recrutements, faut faire attention, faut toujours être impliqué, faut toujours soigner l'onboarding, etc. Mais on l'a en tête. Le Covid est beaucoup plus compliqué parce que ça explose, en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas imaginer, en fait, d'avoir toute notre activité qui s'arrête du jour au lendemain. Non, c'est pas juste, les gens sont chez eux. Bon, c'est pas si, maintenant tu le sais, mais sur le moment, tu sais pas si ta boîte, ça va survivre, ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. On te dit que ça va peut-être durer 10 ans, qu'il y aura 6 confinements par an. T'as des mecs qui viennent à la télé avec des petites fiches, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le président, il nous dit pas, on va fermer à la fin du mois de mars. Il dit, bien sûr. Demain matin, 8h, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, donc demain matin, 8h, les salles de sport, elles ferment, quoi. Donc, à ce moment-là, je pense que, je sais pas, l'instinct de survie des boîtes. Enfin, tu vois, en fait, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on a beaucoup aimé, en fait, avec le recul, parce qu'il y a beaucoup de stress, évidemment, mais on avait créé un petit meeting qu'on appelait la daily, où on avait non seulement il y avait les managers, mais il y avait aussi les leads. Donc, tu vois, c'était pas genre juste les 7-8 managers habituels. On avait élargi aux 12, 13, 14 personnes parce qu'on avait besoin qu'il y ait une super synchro, parce que là, du coup, tout le monde était en visio d'un coup. Et donc, tous les matins, on se faisait 1h et demie de un peu cette crise de qu'est-ce qu'on fait. Donc, les leads étaient là. Et finalement, on l'a passé comme ça avec cette idée que
ça nous plaisait. Enfin, quelque part, c'est aussi c'est un saut dans l'inconnu, tu vois, comme tu dis, on ne sait pas où on va. Alors nous, il y a les éternels optimistes et je pense que les entrepreneurs, on a un peu ça toujours en nous. Bah non, mais t'inquiète, dans un mois, ça réouvre et c'est pas et c'est fini avec le printemps. Tu sais, on disait les chaleurs vont arriver, les ouais, partir. ça me replonge le truc que C'est j'avais oublié. fini, c'est fini. Donc nous, on se dimensionne en disant dans un mois et demi, on rouvre et terminé. Et en fait, bon voilà, ça s'est durci. L'été 2020 était difficile parce que là, on se rend compte que Il fait chaud et ça va quand ouais, même mieux. c'est encore là, on en parle beaucoup. Donc en plus, notre cofondateur quitte, Mohamed Tazi quitte la boîte à ce moment-là. Donc c'est des moments difficiles, mais voilà, c'est des moments difficiles où il faut se dire, voilà, il faut que l'entreprise continue, il faut la sauver, il faut pas qu'on aille au tapis à cause de ça. On avait des fondamentaux qui étaient vraiment intéressants, on peut pas s'arrêter là, et donc, bah, en interne, il y a les équipes qui le sentent et qui sont là en fait, et qui continuent. Et nous, la complexité, c'est qu'en plus notre modèle ne marchait pas financièrement. J'en parle assez peu, mais en fait, en janvier 2020, notre modèle cartonne d'un point de vue usage. Donc notre chiffre d'affaires grandit très vite. Par contre, on reverse beaucoup trop aux salles de sport. Notre modèle n'est pas stable et on perd de l'argent. Mais comme beaucoup de boîtes qui se financent sur des levées de fonds pour avoir un modèle économique non viable. Donc, la levée de fonds permet ça, mais elle permet ça sur des quelques mois parce qu'en fait, si tu corriges pas, et nous, c'était pas un problème de, il nous faut plus de volume. Au contraire, en fait, le volume nous embêtait parce que tu perds encore plus d'argent. 1 euro de chiffre d'affaires, j'avais 1,10 € de reversement en salle. Donc en fait, c'était une catastrophe. Donc on a dû se dire, bah en fait, dès que ça réouvre, il faut qu'on ait un autre business model. Donc on a changé de business model. Donc finalement, en fait, ça a été un mal pour un bien pour nous parce qu'on a changé de business model. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis là, effectivement, déjà, assez peu d'entrepreneurs communiquent dessus, et d'autre part, beaucoup de gens l'ont appris dans la douleur dans les derniers mois, en fait. Où cet argent de la levée de fonds s'est tari du jour au lendemain, et on a une multitude de PSE, que ce soit en France ou ailleurs, sur toutes les boîtes tech qui, justement, la levée de fonds, c'était pas quelques mois, quoi. Ouais. Et les business models qui fonctionnent pas, c'était pas quelques mois. Exactement, mais c'est une réalité, effectivement. Je pense que l'entrepreneur est, comme je le disais, est toujours trop optimiste. Enfin, en tout cas, c'est important. C'est pour ça qu'il se lance. C'est parce que il en faut une bonne dose pour avoir une. Il en faut une énorme dose. Et donc, bah, on a toujours l'impression qu'on va être rentable dans 8 mois, 10 mois. En fait, c'est toujours beaucoup plus long que ça. Le BP, bah, on est toujours un peu en dessous et ça va grandir peut-être pas assez vite. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle si on fait pas le plan, bah après c'est plus dur de lever. Si on lève à des valos importantes, bah c'est plus dur de lever. Si tu veux la garder, donc les investisseurs veulent la garder aussi. Donc c'est ça. Mais donc non, mais je pense que ça a servi de leçon à beaucoup et je pense que ça fait du bien aussi à l'économie au global de voir que bah oui, il y a des WeWork. Ouais. Et que ça arrive même aux meilleurs de se planter. Donc, ça permet aux investisseurs aussi de se dire, bah, faisons un peu plus attention. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de correction. Il y avait une sorte de folie, folie des valeurs. Ouais. Et on parlait un peu des départs. Tu parlais aussi du fait que les gens restaient pas forcément chez Gymlib quand il n'y avait pas un fit en termes de culture. Ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi parce que tu vois, typiquement, en général, les process de recrutement dans les boîtes qui marchent bien sont souvent bien soignés, les process d'onboarding aussi. Et il y a un peu ce côté, le process de départ, l'offboarding, c'est quelque chose, en vrai, on va pas investir de l'argent dessus parce que le gars se barre. Donc pourquoi, enfin, il s'en va, de toute façon, c'est fini maintenant, je vais arrêter de. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui est moins important, le comment tu gères les départs dans une culture entreprise? Je pense pas que ce soit moins important. Je pense pas que ce soit moins. Je vais pas la nommer, mais je me souviens d'une boîte du Galion qui disait putain, je suis à 10 prud'hommes. Ça faisait 4 ans qu'elle s'était lancée. Ouais, c'est dur. Moi, c'est très dur. Du bois, on n'a pas eu de prud'homme en 10 ans, donc j'espère que c'est, on va dire, le reflet d'une politique, d'une culture d'entreprise, d'une politique. Après, je donne le leçon à personne. Je pense que honnêtement, il y a aussi de la chance, il y a aussi, ben voilà, c'est comme ça. Mais peut-être déjà que quand même, quand t'es assez exigeant à l'entrée, c'est-à-dire pas exigeant d'un point de vue je veux que ce soit le meilleur technicien, mais exigeant d'un point de vue est-ce que vraiment il est en phase avec nous.
je pense que quand même, tu réduis ton risque que l'offboarding se passe mal. Bien sûr. Tu vois. Et tu mens pas en disant on est de telle manière. Et en fait, une fois que tu rentres, c'est pas du tout ce qu'on t'a vendu. Voilà, donc, et je pense que les gens, ils voient bien aujourd'hui sa vie. On n'est pas des staccanovistes, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de nocturnes. Les gens peuvent faire du sport et donc ça vit comme ça. Et donc, on est content parce que les gens sont heureux, ils viennent. On a dit, vous pouvez être en travail, mais en fait, ils viennent, ils adorent ça. Donc, bref. Mais pour revenir à l'offboarding, j'avoue que c'est pas très agréable. Ah non. De recevoir des avis Glassdoor négatifs, de recevoir des courriers d'avocats, des courriers de prud'hommes, etc. Donc, je pense que c'est aussi ça qui nous a drivé en se disant, mais on a envie de laisser une bonne image. Tu vois, on a envie que, comme dans un couple qui se sépare, il y a forcément un des deux qui veut plus se séparer. Et par définition, c'est toujours comme ça. Je veux dire, c'est aussi pour ça que la RC est là et que nous, on a une politique RC. On se met rarement d'accord. Ouais. Comment ? On se met rarement d'accord au même moment en disant exactement. Ça tombe bien, moi aussi. Pareil. Ce matin, là, ça tombe très très bien. Il y en a toujours un des deux. Donc, par définition, toute séparation est compliquée. Et nous, on n'est pas content quand nos meilleurs partent. Et logiquement, les salariés sont pas contents quand on a envie qu'ils partent. Oui, et donc, je trouve que il doit y avoir et c'est ce que aussi j'ai beaucoup dit, parce que parfois j'entendais, ah non, mais nous, c'est mort, on fera pas d'RC. Et je dis, mais pourquoi c'est mort, on fera pas d'RC ? Pourquoi nous, parfois, c'est on a une bonne bien... question, pourquoi c'est mort en général ? Parce que moi... on entend, ça dépend complètement sur les boîtes. T'as des boîtes où c'est délirant quand tu demandes une RC. Oui, mais en fait, je me dis, mais pourquoi c'est mort ? RC, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous... d'ailleurs. Oui, RC, rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se mettre d'accord ensemble. Si je dis c'est mort, mais qu'est-ce que je renvoie comme signal ? Ça veut dire que moi, quand pour une raison ou une autre, la performance marche plus, la personne n'est plus épanouie, donc je propose une RC, il va me dire, non, c'est mort. En fait, on doit être dans un équilibre, en fait. Donc, c'est pas mort. Évidemment, c'est pas acquis juste parce que tiens, j'ai envie de me barrer, non. Enfin, donc évidemment, tout ça résulte d'une discussion, mais la discussion, moi, je voudrais qu'elle soit là à chaque fois quand c'est de notre fait, quand c'est nous qui impulsons la proposition ou quand c'est le salarié qui propose. Donc, je pense que cette philosophie-là, tu vois, cette culture-là fait que, en principe, à l'issue de ça, à la fois, tu minimises la frustration de l'employeur et à la fois, tu minimises la frustration de ceux qui partent. Typiquement, je me souviens de bons devs qui sont partis. Et j'aurais dit, est-ce que c'est juste possible on était en février, d'attendre, on se met d'accord, mais tu pars en juin. Fine. Et donc, nous, on était un peu moins frustrés. Lui, il était très content, sa RC, etc. Donc, je pense que il y a de ça un peu pour favoriser l'offboarding. Et celui qui m'a le plus bluffé l'offboarding, et donc, tu vois, c'est pas nous qui faisons les choses mieux, c'est la boîte qui nous a racheté, eGym, les Allemands. Le directeur commercial est parti et il y a eu le CEO a eu un mot pour lui lors de son départ, parce que il est parti pile dans la soirée du Nouvel An. Et j'étais bluffé à quel point il le mettait en valeur, il le remerciait. Et je trouve que c'est waouh, parce qu'en fait, c'est pas juste faire plaisir à celui qui part, c'est aussi montrer à l'ensemble de la boîte qui écoute ton pitch. En fait, tu vois, quand je pars... les gens, merci pour le service rendu, bon vent. Et là, hier encore, il y a eu quelqu'un qui a eu un message sur Slack. Je pense que c'est dans toutes les boîtes pareil, mais il y a un message sympa, il y a un pot qui est là. Toutes les boîtes pareil, pas forcément. Non, peut-être pas dans toutes les boîtes pareil. Même vraiment pas. Et en fait, c'est là que c'est tout bête, mais c'est là que recommence ta marque employeur en réalité. Complètement. Parce que les gens, ils vont partir ailleurs. Ils étaient bons avant, ils seront bons après, ils vont parler de toi, et honnêtement, quelqu'un qui a envie de te faire mal parce que tu lui as laissé une mauvaise image, il va faire un dégât monstrueux. Exactement. T'auras toujours quelqu'un qui a entendu parler par le pote d'un pote que cette boîte elle est horrible et qu'il faut surtout pas y aller. C'est ça. Et en fait, ça, t'es dans un process de recrutement, ça fait pencher la balance, mais tout de suite, quoi. J'ai entendu un truc, c'est peut-être pas si beau, c'est peut-être pas si vrai ce qui s'y passe, et donc je vais plus les croire, quoi. Et ça, c'est en vrai dramatique, quoi. C'est marrant ce que tu disais. Tout à l'heure, en off, avant l'interview, je disais, en fait, notre mission, c'est un peu de faire en sorte, en tout cas, d'éveiller les RH pour arriver à améliorer la qualité de vie et qu'on soit dans des espaces harmonieux, que dans des boîtes où il y a une certaine harmonie. Et tu disais aussi, tout ça, c'est du bon sens. Et en fait, oui.
c'est vrai que c'est aussi beaucoup du bon sens en fait. C'est beaucoup du bon sens. Si j'ai mis un coup de pied au cul à la personne qui part, mais enfin, c'est pas du bon sens. C'est évident que je vais me retrouver à avoir comment on appelle ça, un retour de bâton, tu vois. Bien sûr. Ce qui n'empêche pas pour autant qu'il y a des boîtes où quand t'es démissionnaire, tu n'existes plus. Enfin, on te coupe Borderline. Mais moi, t'es plus invité aux soirées. Mais je comprends pas. Mais je ne comprends pas. Non plus, mais ça existe. Et pareil, je me souviens, encore une fois, l'ancien directeur commercial, il me disait, bon, lui, il faut qu'on s'en sépare. Et non, il faut couper les accès dès ce soir, il faut que demain, il ne revient plus. Surtout chez les sales, parce que t'as toujours peur qu'ils barrent avec des trucs. Mais pourquoi, en fait ça veut dire que la confiance est brisée du jour où la personne a dit j'ai envie de quitter l'entreprise. Mais pourquoi, en fait pourquoi? Et c'est vrai que toutes ces pratiques-là, au motif que c'est compliance, security, machin, etc. Mais en fait, non. Ça, c'est parce que souvent, t'as pas la culture justement qui va avec et qui te permet de maintenir ce niveau de confiance. Et donc, en fait, effectivement, c'est la culture de la défiance. Donc, cette culture de la défiance fait que les gens, ils vont saisir la moindre faille pour te piquer un doc, pour le faire sortir, pour... C'est intéressant parce que c'est le reflet de ce qui se passe quand tu investis sur la règle et le process plutôt que sur la culture, la relation humaine, etc., etc. Souvent, quand tu as des cultures très fortes, tu as moins de règles. Parce que tu sais que les gens... Tu connais bien ce bouquin de Netflix. Je pensais pas à celui-là, mais No Rules, effectivement, complètement. Mais même, on le voit dans des boîtes beaucoup plus petites, tu vois, que ce soit des invités ici, des clients qu'on accompagne. Le but, c'est de te lâcher de la pression, en fait. À toi, en tant que dirigeant, déjà, t'as plus besoin de micromanager derrière les gens. Tu vois, un sujet qui est frappant, c'est notes de frais. On a reçu Edouard Pic, je sais pas si ça te parle, de Cleantex. Ce sujet, en gros, c'est une boîte qui est très avancée en termes de pratique RH. Un des épisodes précédents, mais qui n'est pas encore sorti au moment où on fait cette interview. En gros, note de frais, chez eux, c'est transparent. Tu fais ce que tu veux, pas de politique, tu vois. On va pas te mettre un seuil à 120 balles pour ton hôtel, etc. Ce qui fait que tu vas jouer avec et tout. Tu fais ce que tu veux, juste, voilà. On a confiance en toi. On a confiance en toi, et en même temps, c'est transparent, donc on le voit aussi, tu vois. Et en fait, ça s'autorégule finalement. Mais personne ne se prend un pas, ça 100 balles. Évidemment. Pourquoi il ferait ça pour que tout le monde lui dise, ah, t'as vu Mais ça veut dire que c'est transparent, tout le monde le voit. Ouais, tout le monde y a accès. Est-ce que tout le monde c'est pas affiché, t'as pas un tableau avec le montant de la top note de frais, mais toute l'information financière de la boîte déjà est accessible, y compris la rémunération du patron, tu vois. Tout est, c'est leur culture. Ils poussent ça là, et en fait, de ce fait, déjà t'as même pas l'incitation d'essayer de contourner la règle et de te sentir un petit peu en transgression, etc. Juste, ce que tu abîmes, entre guillemets, c'est la culture de ta boîte, la relation que t'as avec tes collègues, etc. Et personne n'a envie de le faire, en fait. Et alors, c'est marrant parce que c'est vrai que si je me mets, tu vois, j'étais chez Deloitte avant, je pense que ceux qui nous écoutent et qui sont dans des grandes boîtes se disent, ils sont gentils, mais ça, c'est les petits trucs de start-up où évidemment, ça marche bien, 50, 100, etc. Et c'est vrai que quand tu vois que Netflix fait ça, tu dis, non, c'est faisable, en fait. Faut pas se dire que c'est pas faisable. LDLC, typiquement, on a Laurent de la Clergerie à Lyon. Eh ben, sa boîte, je crois qu'ils ont 1000 salariés ou plus. Semaine de 4 jours. Ouais, semaine de 4 jours. Et il met en place ils sont pas 50. Et je trouve ça top, je trouve ça inspirant. Cleantech, ils sont 4000, presque. Ah ouais. Magnifique. Génial. Comme quoi, ça marche. 4000, ça marche. Et après, très honnêtement, l'argument de la taille, je peux le comprendre sur l'inertie pour le déploiement. Oui. Mais c'est aussi un choix de comment tu alloues tes ressources, la structure que tu t'es construite, qui il faut rémunérer, etc., etc. Je vais pas rentrer dans le modèle des grosses boîtes de conseil, etc., mais c'est un choix d'allocation de ressources aussi. Il y a assez peu de choses que tu puisses pas faire. C'est juste en y mettant les moyens. La question, c'est est-ce que tu as la volonté d'y mettre les moyens, est-ce que tu t'es enfermé dans une structure qui t'empêche de le faire? Exactement. Mais c'est tellement lié, je pense, à la vie, au mindset du fondateur, en fait. Alors après, c'est aussi ça le job des comment on appelle ça, des CHRO, des directeurs RH, etc. C'est de donner impulsion et de faire bouger les dirigeants. En tout cas, je pense que des dirigeants peuvent bouger et peuvent être éveillés à ça et mûrir le sujet et se dire, en fait, c'est vrai que je l'aurais pas fait il y a 10 ans et en fait, j'ai envie de ça. Et donc, aide-moi et merci de m'avoir fait monter ça. Et puis d'autres, je pense, qui peuvent pas bouger. Ouais, bien sûr. Parce que c'est
c'est trop fort pour eux, trop dur, trop risqué aussi parfois. Et après, c'est pas forcément ta culture aussi. Est-ce que tu penses que okay, c'est toujours day one, ou est-ce que tu penses qu'on peut... C'est intéressant. On change de format d'interview. Moi, je pense que évidemment qu'il y a une notion d'intention. Après, tu évolues énormément, comme on a parlé. Quand tu passes par différents... C'est pas parce que Day One, t'as pas fait un truc que t'as plus jamais le droit de le faire. D'accord. T'as le droit d'évoluer. Et si t'évolues pas en tant qu'entrepreneur, en tant que dans ta posture de dirigeant, et même en tant qu'être humain, par les apprentissages que tu fais, c'est qu'il y a un problème. T'as pas dû aller assez loin. Ou juste... ça me paraît pas concevable avec le rise que tu prends de pas évoluer. Et l'autre truc, c'est Day One, ton mindset, il est là. Le rôle de bosser ta culture, de l'expliciter, de la diffuser, etc., c'est de faire ce prolongement-là. T'es aussi brillant que tu sois en tant que fondateur, t'as que 24 heures dans une journée, t'as qu'une paire de bras, et donc tu peux pas être partout pour vérifier que tout se passe bien. La question, c'est que ce mindset-là, c'est comment tu le prolonges, comment tu acceptes aussi qu'il y a 80 autres mindsets dans la boîte et qui sont alignés avec le tien, mais qui peuvent ne pas être à 100%, pour créer ce truc global, qui est un prolongement de ce qui vous rassemble tous, et dont tout le monde s'empare. Et d'ailleurs, c'est pas juste le fondateur qui a besoin de bouger normalement. C'est dans toute l'entreprise, ce mindset qui était là Day One, le but c'est de le préserver, il va évoluer forcément, et que se partager par tous. Tu veux me poser d'autres questions? C'est très intéressant ce que tu racontes, Vincent. Ça m'inspire. Ah bah j'en suis ravi. Non mais ça m'inspire d'autant plus que quand tu fusionnes deux boîtes, tu vois, le sujet il est là, parce que alors on a failli être acheté par, je l'ai dit à plusieurs podcasts, mais par une boîte brésilienne. Et je pense que la culture n'était pas forcément la même. C'est une question d'interculturel ou de culture entreprise? Pardon? C'est une notion d'interculturel du type on a une culture brésilienne, une culture française? Non, culture entreprise. Ouais. Culture entreprise. Non, parce que pour le coup, on n'a pas une culture Allemagne-France. Pour autant, culture entreprise très proche. Mais bon, il y a quand même des différences. Quand tu creuses, notamment, quand tu vis au quotidien. Parce qu'au début, extrêmement aligné humainement avec les fondateurs, donc tu te dis, on est vraiment hyper proche, la culture va être la même. Et en fait, voilà, quand après 1 an, 2 ans, tu vois certaines choses, et typiquement sur les process, où nous, et notamment Grégoire Véron chez nous, qui est fondateur arrivé un peu plus tard, qui pousse beaucoup pour justement ce que tu disais, c'est-à-dire donner de l'autonomie aux gens, responsabiliser les salariés, leur donner cette confiance qui fait que on va pas surcharger de process, on va les laisser faire grandir, automatiser, mais sans rigidifier trop et c'est vrai que les Allemands sur cet aspect-là sont très process driven. Donc là-dessus, c'est intéressant de voir comment cette start-up de 80 personnes qui se fait racheter par un groupe allemand, bon, même si c'est des start-up dans l'ADN, mais ils sont 600-700, et qui, en fait, ont décidé, une fois qu'ils ont dépassé la barre de 200-250, d'extrêmement processer leur boîte parce qu'ils avaient cette conviction qu'ils ne pourraient pas grandir sans un max de process. Bon, c'est là-dessus où c'est intéressant. Il y a des discussions. On ne veut pas perdre notre agilité. Après, je connais pas les détails de ton deal et ça dépend à quel point ils sont impliqués dans ton day-to-day aussi, tu vois. Enfin, vous avez gardé la marque, etc. Donc, je sais pas à quel point c'est poussé. Mais ça, quand tu réalises une acquisition, tu as complètement raison. C'est quoi la stratégie culturelle que tu vas mettre en place pour que l'acquisition se passe bien? Tu as envie de racheter des boîtes? Pour moi, il faut regarder la compatibilité de culture. Évidemment, vous, ça vous arrive. Vous avez cherché un acquéreur. Et l'autre point, c'est derrière, qu'est-ce qui nous rassemble? Comment on fait pour tirer ça? Et c'est pareil, il y a des choses qui vont changer. Et pour ton équipe, et pour l'équipe de la boîte que tu vas rejoindre. Mais c'est quoi les modes de fonctionnement? Comment on les écrit? Comment on les partage? Et comment on anticipe justement ça avant de s'en rendre compte au moment où ça va tendre, tu vois. C'est possible de faire par exemple, ta culture est claire, l'autre culture est claire, tu fais ce diagnostic culturel-là, et tu regardes où sont les points d'achoppement potentiels, comment on va les travailler, une fois qu'on en a conscience, et surtout qu'est-ce qui nous rassemble, et c'est là-dessus qu'on va bâtir la t'as raison sur le point, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce que les piliers de notre culture, et les piliers étaient les mêmes. Donc c'est vrai que ça, en fait, ça fait que, ok, on est en phase, et globalement, on est très proche là-dessus. Et ce qui te permet aussi de te dire, il y aura forcément, tu peux faire les meilleurs directs, te faire accompagner par les meilleurs consultants du monde, tu te dérisques, mais tu verras forcément des problèmes, il y aura des points de tension que tu n'as pas anticipés, parce qu'on n'est pas omniscient. La question, c'est justement de te dire si notre cadre est assez clair, si ce qui nous rassemble est assez clair, si notre manière de gérer la situation est assez claire, on ne sera pas pris au dépourvu, on saura sur quoi s'appuyer, peut-être que ça va frotter un peu, mais le
global est le plus important. Tu parlais de couple tout à l'heure. Comme dans un mariage, tu peux te prendre la tête. Si tu sais que tu as une volonté d'être ensemble, tu sais pourquoi, ça va rester. Quoi. Exactement. Si les fondements sont forts, tu surmontes n'importe quelle tempête. Ouais. Et puis tu peux probablement apprendre aussi de l'entreprise avec qui tu fusionnes. Quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a aussi à tirer. Nous, on faisait ça bien, nous, on faisait pas ça bien. Il y a probablement des choses à apprendre et à en faire, en gros, un jeu à somme positive plutôt qu'un affrontement si dans un cas d'une fusion qui n'est pas désirée ou quelque chose comme ça. Quoi. Exactement. Ben justement, je voulais te poser la question il y a tout ça qui s'est passé. Maintenant, c'est quoi le cap pour toi, l'ambition que tu as pour Gymlib dans les prochaines années? Alors, notre ambition, elle est que, grâce à cette opération donc de fusion également, on est enfin. C'est arrivé quand, juste? Donc, c'est arrivé il y a un peu moins de 2 ans, c'était en mai 2022. Ça nous donne enfin les ailes à Gymlib d'aller faire notre développement international. On était trop petit, je pense, et surtout avec des concurrents trop importants et installés dans les autres pays pour le faire nous-mêmes. Donc, on l'a fait avec eux et on a levé, le groupe Gym Wellpass a levé 200 millions d'euros cet été. Donc, on s'est donné les moyens de faire des acquisitions. On va en faire une là dans les prochaines semaines, ça va être annoncé. Ok, tu vas pouvoir leur parler de culture du coup. On ouvre un super pays, mais tu as tout à fait raison. Hier, ils ont été présentés au Hollands, les fondateurs, et je les ai rencontrés. Je pense que ça va totalement fité. Mais donc, moi, ce qui me fait rester et ce qui fait que je suis toujours autant engagé, c'est que on est unis dans cette mission. C'est ce qui dépasse tout, ce qui drive les équipes, les fondateurs aussi allemands. C'est cette idée que on veut remettre les gens au sport, on veut leur donner les outils de lutter contre la sédentarité, on veut qu'ils aient un mode de vie actif. Et c'est tellement fort quand on a un témoignage salarié qui nous dit j'adore la boîte, vous avez changé ma vie. Vous avez changé ma vie. Tu vois, c'est un truc tellement puissant que ça, c'est quand même le truc de base qui fait qu'on reste là et qui fait qu'il y a peu de départs, en tout cas depuis qu'on a fait cette fusion. Donc, l'ambition qui est affichée par le groupe, c'est d'aller faire une intro en bourse, puisque c'est, je pense, un peu tout le rêve des entrepreneurs, même si évidemment ce ne sera pas nous les Français qui seront aux manettes, qui vivront ça en première ligne, ce sera bien sûr les Allemands, parce que c'est eux qui aujourd'hui détiennent, qui décident. Mais on a envie on se sent pas non plus en dernière ligne, on se sent avec eux, on se sent typiquement, on a tous à peu près dans l'entreprise des nouveaux rôles, des rôles plus transverses où on va manager une équipe allemande ou alors on va être au sein d'une équipe managée par un Allemand. Donc on est vraiment avec eux totalement. On est en train d'aller outre-Atlantique aussi, donc ça fait des chantiers, des perspectives vraiment fantastiques et je pense que pour les équipes, d'un point de vue carrière, évolution de carrière, développement personnel, du jour au lendemain, on a décidé de parler en anglais, d'avoir tous nos écrits en anglais, et je sens que au-delà de la petite appréhension initiale, ah oui, mais moi je suis pas très bon, etc. En fait, je sens que ça a plu à tout le monde. Même si les RH, on dit, il y en a quand même quelques-uns, ils sont pas très à l'aise, etc. En fait, tout le monde a pris le pli, tout le monde est, je pense, très content parce que tout le monde sent qu'il progresse. Et ça, c'est pour la langue, mais aussi pour une façon de travailler, pour une expérience d'une boîte plus grande qui nous apprend plein de choses. Donc, toute l'équipe est extrêmement heureuse de se sentir là-dedans. C'est-à-dire, on n'est pas non plus une boîte qui représente 3% du groupe. Non, on fait 30 millions d'ARR, même un peu plus. Donc, on pèse vraiment, on a une croissance super forte. On apporte notre culture française, qui est un peu différente et qui est appréciée. Ils comptent sur nous, donc voilà, toute l'équipe, c'est ça qui leur donne l'envie de continuer. Et surtout, ça a beau avoir 10 ans, je fais un podcast comme si c'était fini, on a vendu. Non, en fait, c'est encore en process, bien sûr. On a 10 ans devant nous absolument exceptionnels, où je pense que la place du sport entreprise va vraiment, et ça a été ce qu'on s'était dit au début avec Momo, Greg, c'est on veut faire que Gymlib ne soit plus un nice to have, mais un must have.
on en est loin, on n'est pas encore un must-have, pas du tout, sauf dans un petit cabinet, enfin dans les cabinets d'audit, on l'a compris. Mais dans 10 ans, on veut être un must-have, même des PME, même une PME à Dijon. Je veux que les PME à Dijon, dans 10 ans, elles se disent... Alors, je pensais que c'était déjà le cas, non. En fait, c'est mon biais Ouais. parisien, tu vois, c'est ton biais parisien et ancien EY. Mais exactement, mais t'as tellement de gens que je connais qui ont ce truc Gym Lib et qui sont là, mais enfin, ils font plus que sport par ça, à compter leur pulse là, mais mais que du coup, t'as l'impression que ça s'est vraiment démocratisé en quelques années, quoi. Ouais. Non, mais justement, ça nous fait du bien aussi parce que nous, c'est encore pire. Nous, on est dedans, tu vois. Nous, on y vit, donc on pense que tout le monde le connaît. Donc, quand tu vas en région, c'est pas le cas. Quand tu vas avoir des PME, c'est pas le cas. Même les DRH sont pas forcément au courant. Donc, c'est pourtant notre persona cible. Donc, non, c'est pas du tout le cas. Et quand tu vois, en fait, en Allemagne, le pays, encore une fois, culturellement, il est favorable au sport entreprise. Donc, il y a des exonérations. Et donc, si tu fais la somme des 4 players principaux réunis, ça fait à peu près 30 000, 40 000 entreprises qui ont une solution équivalente à Gymlib. Chez nous, en France, on a Gymlib 1500 entreprises. Le numéro 2, il a moins de 100 entreprises clients. Donc, en fait, tu vois l'évangélisation, tu vois à quel point on est loin d'un pays qui l'a érigé en tant que c'est important, ça fait partie des boîtes dans notre pays, on veut, donc on vous met un avantage fiscal, pousser et encourager la pratique sportive dans ce reste. C'est marrant, ça me fait penser à... Tu vois, on a beaucoup parlé de Teddy Riner il y a quelques temps qui avait dit la France n'est pas un pays de sport. Oui. Tu en penses quoi de ça? En fait, oui et non. Non, dans ce que je viens de dire, dans le fait que quand tu compares aussi, pareil, l'Allemagne et la France au niveau des parcours scolaires et le fait qu'en Allemagne, ils peuvent faire du sport, les enfants, l'après-midi, etc. Non, en fait, on en est loin. Et en même temps, oui, les Français aiment le sport, enfin, ils regardent le sport, ils suivent. Nationales, ça c'est certain. Ouais, voilà, on est très fiers de nos équipes nationales, on regarde beaucoup les JO, on est fiers de les accueillir, donc on est quand même un pays qui pratique le sport quand même, mais je veux dire, c'est pas nouveau quand tu vois des Américains ou les touristes anglo-saxons qui viennent dans nos hôtels et qui vont direct tous les matins faire du sport dans la salle de sport, mais ça, c'est pas le cas des Français. Donc quand même, on aime ça, mais c'est pas suffisamment en nous et donc on le pratique pas assez. Voilà. Et puis t'as une pratique sportive qui... de ma vague analyse qui est peut-être d'un expert qui est très axé sur la compétition et le haut niveau, et t'as l'impression que si tu n'es pas au haut niveau dans ces équipes nationales, etc., c'est très juste. Pas pour toi. C'est très juste, et c'est ce qui a fait le succès de Urban Soccer là d'ailleurs, qui vient d'être racheté. J'ai vu ça il y a quelques jours là, ou même hier. Très beau succès, extraordinaire succès d'ailleurs. Et petit passage d'ailleurs, salut Victor, parce que je connais bien le fondateur qui est extra. Et en fait, pourquoi ça a cartonné, c'est que la fédé de foot n'a pas vu, ou en tout cas pas vu assez tôt, cette espèce de virage où les jeunes avaient envie d'une pratique beaucoup plus flexible, sans compétition, loisir, et donc les Urban sont arrivés. C'est les Five, quoi. Les Five, Five et Urban Soccer. Et donc ça a bien marché. Maintenant, je pense que la fédé a revu, a réajusté, mais oui, je pense qu'il n'y a pas que la pratique compétition. Et ça doit être... aujourd'hui, on a voté les 30 minutes de sport par jour à l'école. Moi, mes enfants, je suis pas certain que toutes les écoles aient mis en place ça. Ouais. Oui. C'est 30 minutes. Ouais, bien sûr. Non, mais donc, j'ai pas encore d'enfant, donc je sais pas te dire ça. Ouais, mais tu vois, ça va trop lentement. Et pourtant, ça a été une mesure qui a été mise en place, mais je sais que j'ai entendu par ailleurs que ça n'avait pas été mis en place dans toutes les écoles. Et c'est dramatique parce que c'est la base. C'est extrêmement important que nos enfants fassent une activité physique régulière dans un monde où on leur met un téléphone dans la main en CM1. Ouais, CM2. Ouais, mais avant, des fois. Ah non, non. Et il paraît même que les ados, aujourd'hui, ont de plus en plus, ont une aversion au sport et ils veulent pas se bouger et restent avec leur téléphone. C'est catastrophique. Oui, ça s'explique chimiquement, je pense, mais t'as de sa sécrétion d'hormones de bonheur est très, très facile avec un téléphone, beaucoup plus difficile avec du sport, donc pourquoi aller suer si tu peux les avoir très rapidement? Le sport, avant d'avoir
les dopamines et l'ensemble des hormones, endorphines, etc., qui sont créées. Mais il y a d'abord l'effort. Bah oui, exactement. Un, l'effort, et deux, après, il y a le bonheur. Il faut courir 30 minutes si tu veux que le petit chimiste il mette un peu d'endorphine dans ton cerveau. Donc, donc carrément. Et je te propose une dernière question pour terminer. On va te passer du côté coach de la pratique sportive. Et même si tu l'as dit, tu peux pas donner de leçons. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant pour faire de sa culture entreprise un atout pour le développement de son entreprise? Bon, premier conseil, je pense, c'est d'incarner vraiment. C'est-à-dire qu'il faut pas s'inventer une culture si on n'est pas bien à l'aise déjà soi-même avec ça. Genre, le fondateur qui a une tchatche d'enfer, dont l'humilité n'est pas la première valeur. Et il y en a plein et ça marche parce qu'en fait, pourquoi pas? Enfin, ça marche très bien. Mais donc, en fait, mets pas l'humilité dans tes valeurs parce que tu n'incarnes pas. Tu n'incarnes pas. Donc déjà, bien. Faire des fois. Ça peut être bien de le rappeler, effectivement. Mais oui. Donc, mets bien des valeurs qui te vont bien à toi. Parce qu'en fait, les gens te suivront dans ce que tu proposes. Mais donc, premièrement. Après, c'est vrai que, bon, on n'a pas trop parlé de leadership, mais nous, on a un peu 4 piliers du leadership. Au passage, peut-être ça peut faire le lien, mais il y a bon, et ça c'est pour tout le monde et tout le monde l'a déjà dit 10 fois, mais donc proposer une vision, je pense que c'est un des piliers pour que les gens voient bien la direction. Et deuxièmement, il y a le côté, ok, t'as posé la vision, mais est-ce que tu es engagé là-dedans? Est-ce que tu y crois? Et est-ce que c'est pas juste du papier, justement, cette fameuse vision? Donc, engagement, le côté très hands-on. Est-ce que ça t'intéresse, les petits problèmes du quotidien, le feedback négatif du client? Donc, ce côté, toujours être assez proche de ça, pas le perdre. Et puis après, il y en a 2 autres que on aime bien. Le premier, et on l'a vu, ça a été pas mal une leçon, parce que on faisait pas assez de communication, on communiquait pas assez bien. Et en fait, aujourd'hui, ça marche. Enfin, si t'es pas extrêmement bon en communication interne, on va te le reprocher rapidement. Ah bah enfin on n'était pas au courant. Ouais, bien sûr. Et puis le 4e, c'est le côté un peu, donc ça c'est nous, et ça je pense que tout le monde le fait pas trop, mais c'est ce côté très co-décisionnaire. C'est-à-dire que on peut pas prendre une décision si on n'est pas tous d'accord. Évidemment qu'on n'est pas tous d'accord, mais en fait on a réfléchi, on a débattu, etc. Et à la fin, ok, il y a une tendance qui se dégage, moi ça me va bien, on y va. Donc on est en fait co-décisionnaire. Donc voilà, il y a ça qu'on aime bien dans ce côté leadership. Non, mais pour quel autre conseil, donc hormis effectivement l'incarner, que ce soit hyper authentique du coup, ce qu'on a un peu dit pendant le podcast, c'est-à-dire ok, c'est super, tu le définis, maintenant fais-le vivre, et puis il n'y a pas de raison que ça marche pas. Merci beaucoup Sébastien. Merci, c'est un plaisir, et à très bientôt. Plaisir partagé, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.